Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence pour l'évolution de la cyberguerre et son impact sur la sécurité mondiale. J'ai déjà rencontré certains d'entre vous hier sur notre conférence et j'ai à nouveau l'honneur aujourd'hui et la chance d'animer cette conférence en présence de talentueux personnes. Quand je dis talentueux, c'est pas juste pour les flatter, mais je reconnais quand je croise des personnes qui sont meilleures que moi. Donc je vais leur laisser se présenter eux-mêmes et après je me présenterai. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Christine Grassi. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'interviens dans le domaine de la sécurité. Enfin, j'ai toujours travaillé dans ce domaine, que ce soit comme RSSI ou comme consultante en sécurité, sur des enjeux autour de la sécurité dans les environnements on-prem, dans les environnements cloud. Actuellement, je suis senior manager pour un cabinet de conseil spécialisé en GRC en sécurité qui s'appelle Level. Donc voilà. Et j'ai le plaisir d'intervenir sur cette table avec Raymond et Federico, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle donc Federico Smith, je suis ravi d'être parmi vous pour cette conférence. Moi je travaille dans le secteur de la cybersécurité maintenant, ça va faire un peu plus d'une quinzaine d'années. Initialement je viens d'un groupe d'hackers éthiques qui s'appelle ISA Hackers et j'ai évolué vers la protection de l'industrie de la défense nationale où j'ai un diplôme de contre-intelligence sur le secteur de la défense. Et j'interviens comme mes homologues dans un environnement de GRC et plus particulièrement des analyses de systèmes d'information dans le cadre d'homologation sous les dispositifs par exemple de l'ANSSI. Voilà. Et plus particulièrement l'environnement militaire ou les transports pour en faire le plus court possible. Merci beaucoup Federico. Donc je vais essayer de m'introduire un peu pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc, je suis Raymond Razafi Mamonji, je suis expert dans le domaine du DevSecOps et le NoOps. On en a parlé un peu pour certains hier, on en parlera encore aujourd'hui. Je suis aussi chercheur en supercalculateur. J'ai 23 ans d'expérience en infrastructure. J'ai co-créé, je suis le père du supercalculateur Joliot-Curie, entre autres. Je suis aussi le patron d'une petite société présente dans 4 pays aujourd'hui. On a une petite équipe de 45 ingénieurs. On est présent à Vancouver, à Montréal, à Düsseldorf, à Paris, Rennes et à Madagascar. Voilà. Et donc, voilà pour la petite introduction. On va commencer directement avec le fameux évolution de la cyberguerre. On va demander à Christine tout d'abord si on peut commencer concrètement par quelques chiffres, Christine. Tout à fait. Je vais sortir mes anti-sèches parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. On a beaucoup de chiffres dans la conférence. Ouais, donc, on va commencer en introduction juste pour poser effectivement quelques éléments pour dire qu'est-ce qu'on parle, de quelle ampleur on parle. Donc, dans une étude du World Economic Forum de 2022, donc, il y a 93% des répondants qui estiment qu'il est fort probable qu'il y ait une crise cyber de grande ampleur dans les 2 ans à venir maximum, notamment en raison de l'instabilité économique et politique actuelle. Donc, on voit que c'est vraiment dans la tête de tout le monde. D'ailleurs, si on regarde concrètement les chiffres et l'évolution des menaces, selon Statista et une étude de 2022, on a eu plus de 38% d'augmentation du volume des attaques par rapport à l'année 2021, et notamment avec un focus 300% de plus sur les pays membres de l'ONU. Donc on voit bien quand même qu'il y a une cible particulière. Sur certaines technologies aussi, par exemple les attaques sur l'IoT ont pris plus 600% en un an. Donc oui, on ne part pas forcément de beaucoup parce que l'IoT, c'est encore récent, mais malgré tout, on voit que tout de suite, dès que quelque chose de nouveau arrive, c'est ciblé. Pareil encore, toujours selon Statistica, les dépenses dans le domaine de la cyber s'élèvent à 71 millions, c'est-à-dire plus 10% par rapport à ce qu'on voit sur l'année précédente. Et pour terminer, selon Cybersécurité Venture, le coût de la criminalité associée à la cyber ne continue à augmenter. Donc on est à 3 000 milliards en 2004, millions
2015, 6100 en 2021, on estime à 10 000 en 2025. Donc en fait, on voit que tous les tendances, tous les chiffres, même si ça peut paraître des chiffres qui sont difficiles à s'approprier, montrent quand même une tendance croissante des attaques cyber, du coût. Et c'est tout au long de cette présentation, on va vous démontrer en quoi, effectivement, on estime que toute l'instabilité qu'il y a, géopolitique, l'évolution des menaces et l'évolution des technologies, est en partie la cause de ces évolutions. Merci Christine. Même si ces chiffres paraissent faramineux ou abracadabrantesques, elles reflètent aujourd'hui la réalité du terrain. C'est-à-dire que quand on parle de 10 trillions d'impact, c'est-à-dire de coûts sur la cybercriminalité, le poids de la cybercriminalité aujourd'hui, c'est que d'un côté aussi, pour y remédier à ça, ça génère beaucoup de business dans la cybersécurité. Aujourd'hui, si on parle de notre métier qui nous touche à tous, c'est-à-dire que notre métier, d'ici 2027, c'est une prévision dans de Cybersecurity Venture, va générer 400 milliards de dollars. Il faut savoir que depuis 2022, donc la croissance dans le métier de la cybersécurité génère une croissance de 10%. Donc oui, aujourd'hui, je pense même qu'il y aura 2 secteurs majeurs sur les enjeux futurs. En plus de l'IA, il y a l'IoT, la cybersécurité et l'IA. Donc, les prochains budgets de l'IoT, de l'IT, va se focaliser principalement sur ces 3 domaines. Aujourd'hui, la cybersécurité est devenue aussi très importante, qu'elle est intégrée même dans l'État. Donc, que vous voyez aujourd'hui, la cybersécurité est un outil aussi pour déstabiliser des pays. C'est devenu un outil stratégique. Donc, autant pour faire des guerres asymétriques, mais c'est aussi un outil pour déstabiliser, mais pour, on va dire, pour un outil d'influence sur l'échiquier mondial, sur l'échiquier géopolitique mondial. Je vais laisser la parole à Federico pour nous parler un peu plus là-dessus, pour nous développer qu'en est-il vraiment. Alors, en fait, tout d'abord, pour introduire le propos, je pense que c'est un document qui a été assez peu lu par nos homologues, le rapport créé en fait par Thales et Verint en 2019, qui souligne grosso modo que 50% des cyberattaques du monde sont dues à 10 États qui se font une guerre numérique et qui est collatérale en fait, et que vous avez 73 groupes mercenaires qui travaillent pour ces 10 États, globalement. On va retrouver aussi les mêmes enjeux de tension politique dans le détroit, par exemple, de Taïwan, l'Ukraine, et principalement aussi autour de, je dirais, l'attitude entreprenante de la Chine, en mer de Chine ou dans la région de la zone sud-est. Ça, ce sont des points qu'on peut voir qui sont assez majeurs. On va développer par la suite, durant la conférence, d'autres aspects que je viendrai mettre en complément. Mais ça, c'était vraiment pour mettre en exergue ces 10 États qui, malheureusement, génèrent ce grand mal. Christine ? Oui, et on voit du coup 2 notions qui prennent le devant, 2 termes qu'on retrouve souvent, donc ce qu'on appelle le cyber warfare, c'est-à-dire en gros la capacité à mettre en place des techniques d'attaque qui allient à la fois des techniques militaires conventionnelles et des techniques dites non conventionnelles. Et parmi ces techniques non conventionnelles, il y a effectivement les attaques cyber, la désinformation et les pressions économiques. Et donc on voit que maintenant tout est très lié. Et on voit aussi de plus en plus sur le devant de la scène ce qu'on appelle des groupes APT qui sont sponsorisés par des États. Donc, par exemple, le CISA, qui est une agence américaine de sécurité cyber et d'infra, a identifié, a pointé du doigt 4 pays qui, selon elle, sont des pays qui ont tendance à s'appuyer comme ça sur ces groupes de hackers. Donc, on retrouve Corée du Nord, l'Iran, la Russie et la Chine. Bon, la source est américaine, les 4 pays n'étonneront personne, mais c'est officiel, il y a vraiment ces termes qui sont mis en avant et diplomatiquement parlant, ces discours sont portés. Et on voit par exemple, si on prend la guerre en Ukraine,
Donc, premières offensives militaires, février 2022. Mais en fait, juste avant, il y a eu toute une série d'attaques coordonnées cyber qui ont pointé à peu près 70 sites publics officiels ukrainiens, juste avant les premières attaques militaires. Donc, on voit vraiment cette conjonction entre techniques conventionnelles et techniques non conventionnelles. Et ça va être de plus en plus important, ces attaques, parce qu'on se dit, bon, je ne suis pas en Ukraine, je ne suis pas affecté. Mais en fait, on connaît tous les risques de la supply chain. On est tous connectés les uns aux autres dans nos différents métiers, dans nos différents secteurs d'activité. Donc, c'est un petit peu l'effet papillon. Et il se peut très bien qu'une attaque cyber sur un pays ou sur un domaine d'activité ait des conséquences bien loin, bien ailleurs. Par exemple, toujours dans le cadre de la guerre en Ukraine, il y a eu donc des satellites ukrainiens qui ont été attaqués. Et l'impact, c'est que ça a perturbé le fonctionnement de fermes d'éoliennes en Europe centrale, des fermes qui produisaient de l'électricité. Donc il y a eu des problèmes pour les populations et pour les industries bien en dehors de l'Ukraine. Un autre exemple aussi, qui n'est pas lié à l'Ukraine, mais qui montre vraiment ce lien, c'est qu'il y a une entreprise américaine IT, Keiza, qui faisait du service pour le retail, et notamment la gestion des bornes d'enregistrement, qui a été attaquée. Et ça a forcé toute une chaîne de supermarchés en Norvège à fermer pendant plusieurs jours parce qu'ils étaient justement clients de cette solution. C'était en 2021. Donc on voit vraiment tout l'impact et à quel point, en fait, un incident et cette technique de conventionnel et non conventionnel peut vraiment impacter un large panel. Merci beaucoup, Christine. Hier, on a appris le Cyber Resilience Act. Donc, on a compris que l'Europe a mis un outil pour essayer d'améliorer la sécurité au niveau des professionnels et des entreprises. Mais face à ce type de menace, on va dire étatique aujourd'hui, est-ce que nous, les Européens, on a des outils contre ça, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou même au niveau de la France? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a des doctrines? Alors, quand on parle de doctrine, c'est toujours un petit peu compliqué. Ceux qui sont le plus en avance pour le moment, parmi ceux qui sont le plus en avance, il y a les États-Unis. Alors, on peut se dire, effectivement, il y a une double raison. Un, parce que c'est une cible de par leur position géopolitique. Et deux, parce qu'en fait, c'est un pays qui utilise beaucoup le numérique au niveau de l'État, au niveau de sa population. Donc, forcément, il est beaucoup plus sensible. Donc, eux, ça fait longtemps qu'ils produisent des doctrines sur la cyberguerre. La dernière est sortie en mars 2023. Ce sont des doctrines qui reposent sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est défendre les infrastructures critiques, démanteler les attaquants, façonner le marché pour favoriser la sécurité, investir dans un avenir résilient et forger des partenariats internationaux. Donc, ils ont des doctrines qui reposent sur ces 5 piliers. Je trouve que la dernière est assez intéressante, forger des partenariats internationaux. On a souvent tendance à voir les États-Unis comme leader et j'avance seul et que les autres me suivent, mais ils essayent de s'inscrire aussi dans cette logique de dire on n'y arrivera pas tout seul. Et c'est effectivement ce qui manque beaucoup, c'est d'avoir cette vision un peu commune au niveau mondial et d'avoir un cadre normatif international aussi bien pour les techniques d'attaque que pour les techniques de défense et de résilience. Et il faudrait que les États puissent se coordonner entre eux et coordonner aussi au niveau de manière transverse sur les différents secteurs d'économie. Alors au niveau de l'Europe, il y a effectivement certaines actions qui sont mises en place. Donc on a effectivement le Cyber Resilient Act qui depuis septembre 2022, donc c'est très récent. En fait, c'est un ensemble de mesures, de règles qui doivent être implémentées dans les produits à partir du moment où ils ont une certaines composantes numériques pour essayer effectivement d'aller mettre de la sécurité opérationnelle dans tous les produits qui vont être largement déployés. Donc on commence à voir un peu cette notion de security by design qui commence à être injectée de manière large. C'est un début, mais c'est une bonne initiative. Et puis en termes de doctrine, on a aussi des doctrines européennes. C'est un petit peu plus compliqué puisqu'on le sait tous, l'Europe c'est une coordination, une coopération, c'est pas quelque chose de descendant. Donc on a ce qu'on appelle les stratégiques Compass. Donc stratégiques Compass, ce sont des espèces de plans d'action qui sont proposés pour agir de manière commune dans certains domaines. Et donc il y a un Cyber Strategic Compass qui est défini au niveau de la France, de l'Europe. Donc une espèce de plan d'action qui lui repose sur 4 piliers. Alors c'est aussi bien sur la sécurité d'une manière générale. Donc c'est aussi bien la défense militaire que les aspects cyber. Et donc les 4 piliers, c'est agir, investir, collaborer, sécuriser.
Et si on regarde sur la partie investir et sécuriser, c'est là où on voit pas mal de propositions d'action, de collaboration autour de la cyber. Merci Christine. Federico, ton expertise? Alors, évidemment, on a des enjeux qui sont d'ordre mondiaux et par exemple, les agences onusiennes ont réfléchi à tous les impacts éventuels en partant initialement sur une simulation d'un risque nucléaire généralisé, massifié via de l'IA ou sans de l'IA, qui s'appelle le Nexus Risk Insight. Et à partir de là, l'UNIDIR en fait, a réfléchi sur la base de la Convention de non-prolifération des armes de destruction massive. Actuellement, on est en train de réfléchir au niveau onusien sur une convention de non-prolifération des armes cybernétiques. Bien évidemment, c'est subjectif. Celui qui dira « je ne l'utilise pas » ou pas, ou peu importe, finalement, ça sera toujours une arme. Par contre, l'intérêt de ces discussions, c'est d'amener la stabilité, en fait. Puisqu'il y a aussi une forme d'utopie, quelque part, mais qui, à mon sens, est intéressante, c'est la notion de la paix numérique. C'est-à-dire que la paix numérique peut amener une certaine stabilité dans les systèmes et pour les entreprises, une capacité de survie, puisqu'elles subissent malheureusement des dommages collatéraux. Alors, très rapidement, sur ces enjeux, on retrouve aussi des éléments croisés avec les enjeux criminels. C'est un peu indissociable. Et donc, vous avez des États qui ne sont pas très d'accord sur certains sujets, actuellement, qui, par contre, dans ces groupes de travaux, sont parfaitement d'accord pour traquer la criminalité déguisée, qui peut être un État, qui peut utiliser la forme de la cybercriminalité. Malheureusement, ça existe. Et pour le moment, il faut le savoir, il n'y a pas de convention qui détermine si un acte cyber est un acte de guerre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore défini clairement. Alors, on essaye de le définir, évidemment. Et on retrouve plusieurs pistes et réflexions dans ce sens. On a aussi les enjeux de la criminalité organisée qui sont indéniables. Donc les États se battent là-dessus, puisque chaque continent est confronté à une spécificité qui lui est propre, qui est locale, entre autres, ou régionale, ou continentale. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver. Et donc forcément, on est emmené à trouver un consensus avec le temps, même s'il est difficile, même si pour certains, c'est une arme de frappe qui permet une certaine forme de soumission chez l'autre. Mais on constatera que finalement, c'est généralisé. Même si certains disent le voisin m'espionne, et puis 6 mois après, c'est vice-versa. Un peu comme ce matin, la Chine qui dit officiellement que les USA les espionnent depuis 2019 via Huawei. Et ils ont tous à peu près le même discours, pour être honnête. Donc voilà, ça c'est un peu la trame de fond. Évidemment, ça préoccupe beaucoup de gens, forcément. Merci Federico. On sait aujourd'hui que la sécurité informatique fait partie de notre vie. Elle est intégrée aujourd'hui pour certains d'entre nous. Internet s'est démocratisé, l'IoT s'est démocratisé. Mais les outils de pentesting aussi aujourd'hui sont devenus accessibles à n'importe qui, même à des non-initiés en informatique. Quand on parle par exemple de Backtrack, pour ceux qui sont à l'ancienne, qui sont devenus par la suite Kali Linux ou Metasploit. Aujourd'hui, ces applications sont devenues accessibles par le mari jaloux qui veut espionner sa femme avec des keyloggers, par une personne qui veut casser le mot de passe Windows avec ChantPo. C'est devenu un enjeu financier que la cybercriminalité s'est professionnalisée. Oui, il y a 400 milliards à gagner en 2027. Tout le monde veut croquer ce gros gâteau. Et on a parlé de Mireille hier. Donc Mireille, c'était le malware envoyé par un gamer qui ne savait pas du tout faire du hacking, mais qui a juste loué le bot dans le dark web, sur Internet. On parle de professionnalisation de la cybercriminalité. Je laisse à Christine. En dire quelques mots. Voilà. Merci. Oui, là encore, dans les nouveaux termes qu'on voit apparaître, alors on parle de CAS. Alors CAS, pour ceux qui sont familiers plus au cloud et autres, c'est pas Container as a Service dans ce cas-là, c'est vraiment la notion de cyber hacking as a service. Donc avec toute une série d'outils, de plateformes, donc ça se décline en ransomware as a service, DDoS as a service, phishing as a service. Et puis on voit aussi la notion de HAS, donc hacking as a service. Donc le rapport de l'ENISA
en 2022, montrait les chiffres où on voyait une collaboration croissante entre le monde des cyberattaquants et le monde plus classique de la mafia, et une professionnalisation, en effet, des acteurs de la cyber qui mettent à disposition et ou qui utilisent ces plateformes qui permettent de faciliter ou de proposer des services de hacking. Et on le verra dans la troisième thématique, le fait que les technologies évoluent et s'améliorent au fil du temps, ça permet de faire une offre qui est de plus en plus intéressante. Et on peut voir aussi que, comme on l'avait vu dans la thématique numéro 1, les terrains de guerre ont été des terrains d'essai extraordinaires pour les cyberattaquants. Ils ont pu tester des nouvelles techniques, des nouveaux outils, du déploiement massif et ensuite le perfectionner, le packager et le revendre comme tout bon éditeur de solutions. Terrain de guerre, Federico. Alors, pour les mafias, et puis pour le terrain de guerre, puisque moi j'ai oublié mes deux exemples, donc je vais faire très vite. En réalité, aujourd'hui, avec l'Ukraine, vous avez un cas criant qui est la fusion des approches de guerre. Par exemple, 14-18, les tranchées, appuyées par des drones opérationnels pour que les gens au sol puissent repérer, par exemple, les adversaires qui sont cachés dans les tranchées, dans les maisons, peu importe le site. Et très dernièrement, ils ont bidouillé, en fait, sur un drone, ils ont mis en fait un mégaphone pour dire aux Russes, sortez de vos trous, on ne va pas vous tuer, vous servirez de monnaie d'échange. Et donc là, on voit en fait la corrélation et la conjonction de deux techniques, de deux mondes qui se rejoignent. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, pour les mafias, la démocratisation pour les mafias, elle est simple. Gain maximum, risque minimum, et la capacité d'avoir une supply chain. Alors, par exemple, ils sont structurés comme nous, dans le monde civil et régalien. C'est-à-dire qu'ils ont un conseil du crime numérique organisé sur Internet. C'est une plateforme de tous les bons plans, si vous préférez. Tous les cybercriminels viennent faire une sorte de grand business, un peu un Black Friday de la criminalité, où vous avez ceux qui vont voler les cartes bleues, les numéros de cartes bleues par listing, qui vont revendre à des resellers, d'autres qui vont vendre les supports, et ainsi de suite. Et en fait, tout le monde se retrouve pour faire les bons plans entre eux. Ils ont une particularité, ils ont créé leur monnaie numérique, qui s'appelle le Darkcoin, c'est-à-dire l'argent ne tourne qu'entre eux. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les États, puisque finalement, derrière, il y a la financiarisation partielle aussi du terrorisme. Il y a des relations qui sont réelles, malheureusement. Les mafias, grosso modo, pourquoi on se bat contre les mafias? Parce que malheureusement, ça représente, selon des estimations internationales de l'ONU, des plus grandes universités en la matière, 12 à 19% du PIB mondial est criminel. Ce qui veut dire que sans cet apport criminel, il y a peu d'économies, malheureusement. C'est ça le défi aussi, c'est de réussir à nettoyer, quelque part, nos économies pour les rendre plus saines. Pourquoi? Vous avez plus d'opérations scripturales par banque qu'il n'y a de liquidités sur Terre. Qui dispose des liquidités? Les mafias. Donc, évidemment, les États ont compris. Donc, vous avez l'Ad-Hoc Committee qui se bat très très dur au niveau d'un organe onusien pour qu'on trouve des processus officieux et officiels, opérationnels, pour pouvoir aller chercher cette criminalité. Alors, il y a par exemple, des fois, le grand fantasme des États-Unis qui espionnent à tout va, mais ils ont des juridictions où ils sont très procéduriers, c'est pour aller chercher le crime financier, puisqu'ils sont un des premiers opérateurs mondiaux en termes d'espace financier d'échange, et donc il y a beaucoup d'enjeux. Et puis, il y a les enjeux de taxation des États, aussi en parallèle. Et donc, forcément, toutes ces inquiétudes nourrissent les réflexions. À mon sens, au-delà des enjeux régaliens, il y a des enjeux de société pour le citoyen. C'est-à-dire que c'est un sujet qui concerne le citoyen et l'entreprise. Et qu'il faudra prendre de pleine main. D'où l'idée, peut-être utopique, de la paix numérique, justement. Merci beaucoup, Federico. Maintenant, je m'adresse à nouveau à Christine. Alors, Christine, est-ce que tu as des idées là-dessus pour résoudre ce genre de problème à nouveau? On nous a sorti CRA hier. Oui, on m'a dit que c'était électrique. Oui, il faut toujours que ça soit électrique pour qu'on puisse avancer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette fois-ci comme loi? Tu peux nous en dire? Alors, au niveau des lois, comme on l'a vu et comme nous l'a expliqué Federico, c'est vraiment une hydre de Lerne. Il y a énormément de points d'attaque, de points d'entrée. Donc, on n'aura pas une loi magique qui va régler, traiter. En fait, c'est une série de mesures par différents points d'entrée. Donc, on pourrait essayer de les catégoriser en fait en deux grandes parties. Il y a effectivement, comme on l'a dit en plus, ça touche les États, ça touche le citoyen, ça touche les entreprises. Donc, il faut aussi des lois
qui permettent à toutes ces catégories d'intervenants, de parties prenantes, de se mobiliser. Donc on pourrait prendre les lois, le groupement de lois qui vont, de manière directe ou indirecte, inciter, forcer les entreprises, les organisations à se sécuriser. Et puis il y a toutes les lois qui vont plutôt avoir comme impact direct et indirect aussi de sensibiliser la population et d'essayer de ramener un petit peu de contrôle au sein des différentes nations, des différents États, des différents territoires. Donc si on pense aux règlements qui aident directement ou indirectement à se sécuriser, ben on peut penser notamment à tout ce qui est les lois de protection des données personnelles. Donc on a le GDPR, on a le PIPEDA au Canada, on a le California Private Act aussi. Donc toutes ces lois ont tout un volet de sécurité et incitent et forcent les organisations à sécuriser la protection de leurs données personnelles. Et au-delà, ben, quand on commence à mettre des mesures de sécurité sur des espaces, sur des pratiques, sur des process, ben, ça bénéficie à l'ensemble des données personnelles ou pas. On voit DORA aussi, qui est en cours de déploiement, qui va être obligatoire à partir de 2025, et là qui a un coup de boost sur tout le secteur de la finance, avec tout un ensemble de lois et de règlements, de mesures, de processus qu'on impose à mettre en place. Et puis il y a aussi l'IA Act, qui commence à être travaillé depuis 2 ans, et là encore qui devra aboutir pour 2026. Donc c'est en cours de négociation. Et lui, il repose sur 4 piliers. Il va falloir, alors c'est la cible, hein, inventorier et faire une analyse d'impact des outils, des solutions d'IA qu'on met à disposition. Il va falloir s'assurer de la conformité de ces outils, de ces solutions à un ensemble de règles et d'exigences qui seront dans l'acte. Il va falloir mettre en place une gouvernance de ces systèmes. Et point important, je trouve aussi, il va falloir s'assurer d'avoir des compétences pour pouvoir gérer ces systèmes. Et ça, je trouve que moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, parce que finalement, on remet l'humain en arrière de tout ça. Et ça donne une vision à long terme, d'avoir cette garantie de compétences de gestion de ces outils. Donc il y a tout un, je ne ferai pas tout l'inventaire, mais il y a voilà, tout un ensemble de lois qui visent à inciter à sécuriser les systèmes. Et puis il y a encore tout un ensemble de lois qui visent à favoriser, on va dire, le contrôle des territoires, des personnes, à travers cette notion de souveraineté et de lutte contre la désinformation. On peut être d'accord ou pas d'accord sur les règlements, mais on voit bien la philosophie qui est en arrière. Alors, je vais en citer quelques-unes parmi les plus connues. Donc on a le DMA, qui est en cours de mise en place et qui doit se terminer sur 2023, qui vise, elle, à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes. On a donc au niveau européen, on a le DSA, dont la mise en œuvre, pareil, est en cours et doit se terminer en 2024, qui, elle, vise à protéger le citoyen, vise à aider les petites entreprises à se développer et à lutter contre la désinformation qui pourrait être faite par les grandes plateformes. Puis on a le Cloud Act. Là, le but de la conférence n'est pas d'expliquer ou de dire si on est pour ou contre, mais là encore, on voit cette notion à travers le Cloud Act de lutte contre l'extraterritorialité et enfin, de toutes les mesures qui sont mises en place face au Cloud Act. Donc lutte contre l'extraterritorialité des lois américaines, cette volonté de rapatrier les données en Europe, donc il y a action-réaction, et donc cette notion de souveraineté qui avant paraissait un petit peu ridicule, qui même en Europe encore est très discutée. La France est très fer de lance sur la souveraineté. Il y a d'autres pays européens qui sont moins convaincus, c'est moins dans leur philosophie politique et morale, cette notion de souveraineté. Mais en tout cas, elle est discutée, elle est mise sur le tapis, elle n'est pas ridicule désormais, et elle permet à chaque acteur de se positionner et d'aller légitimement chercher des solutions s'il souhaite prendre sa stratégie. Donc pour moi, c'est les 2 grands volets intéressants qui vont permettre de lutter aussi contre ce développement des menaces cyber. Merci Christine. Federico, j'ai encore entendu parler de Cloud Act et de GDPR. Oui, il y a encore une guerre législative. Oui, c'est vrai, il y a une guerre législative, mais pour un peu réduire ce fantasme de l'espionnage massifié via les États-Unis, même si ça peut être un bras armé, on est d'accord, mais eux, ils sont très procéduriers. C'est-à-dire, quand ils ratifient des conventions ou des traités internationaux, ils font tout leur possible quand même pour les appliquer. Ça, là-dessus, ils sont assez clairs. Et notamment avec l'aspect extraterritorial du Cloud Act, en fait, comme eux, ils traquent
tout le blanchiment financier via le crypto, entre autres. Eux, ça leur permet, avec les accords d'extradition qu'ils ont avec plus d'une 130aine de pays, de pouvoir créer un dossier tellement puissant que, en fait, le pays qui a le ressortissant ou la personne en question est obligé de leur fournir. Et c'est pour ça que vous avez des peines qui peuvent monter jusqu'à 22, 23 ans. Exemple français qui s'est fait extrader la semaine dernière, il avait plaidé non coupable. La semaine dernière, il a changé de position. Il a plaidé coupable, 22 ans, pour éviter de prendre 200 ans. Et donc aux États-Unis, le crime cybernétique est extrêmement sévi. En tout cas, la réponse est extrêmement importante. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des enjeux économiques. Si on reprend les mafias sous Covid ont été capables de passer du sac Louis Vuitton au masque de protection, hein, et les blouses pour les hôpitaux. Parce qu'ils avaient les outils de production, donc ce pivot, ils peuvent le faire. Ils ont fait des choses que même les États ont été incapables de faire eux-mêmes pour créer leur propre production de masques à titre personnel. Ça, on l'a tous vécu. En tout cas, en France, c'était une réalité. C'est pas pour être polémiste, mais c'est leur capacité de mouvement. Et donc, les enjeux économiques derrière, les ayants droit. Et la plupart des ayants droit dans l'environnement pharmaceutique, en grande quantité, ils sont en Europe. En partie, hein, pas tous, il n'y a pas que nous. Mais donc, on a pris conscience de ça. On a créé la Convention de Budapest en 2001. Et puis, on s'est rendu compte que la preuve numérique, elle est dans la sphère privée, qu'elle n'est pas sur des systèmes d'État. Donc, on a créé des conventions de partenariat où on a intégré, par exemple, des GAFAM et autres, BAX, tout ce que vous voulez. Et avec le temps, on est arrivé à une forme d'uniformisation et des approches qui permettent des coopérations effectives. Il faut savoir que la Convention de Budapest, c'est le seul traité international effectif de collaboration dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Vous avez les mêmes enjeux au niveau de l'Agence de lutte contre la drogue et le crime transnational au niveau de l'ONU. Pourquoi? Parce que la drogue, c'est devenu, entre guillemets, has-been pour les mafias comme la Cosa Nostra. Par contre, pour financer des contrefaçons de médicaments sur Internet, où ils mettent 1 000 € sur la table, ils font 300 000 € de bénéfices. Cosa Nostra, 100 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc, imaginez le démultiplicateur. Idem pour les Yakuza qui ont un peu disparu, mais on retrouve cette flexibilité et cette, entre guillemets, utilisation de la digitalisation. Le dernier point qui, à mon sens, après j'arrêterai là-dessus, où c'est la venue des gangs, en fait, dits classiques. Par exemple, les Mara Salvatrucha, les Mara 18 qui sévissent en Amérique centrale et dans toutes les États-Unis, les Brian Mothershood et tous les nouveaux groupes de gangs qui, en fait, à la base, s'entretuent dans la rue, créent des joint ventures sur Internet dans le dark web pour vendre de la cocaïne. Et là, ils sont tous amis. Ils se tirent plus dessus. Et donc, vous voyez, c'est ça la nouveauté, en fait. Avec des codes Amazon, où vous allez sur leur site, c'est écrit « Ceci n'est pas un site gouvernemental, c'est un site criminel, copyright, crime on service ». Et tout est comme ça. Et avec garantie de livraison sous 48 heures. Et surtout, la grande particularité, et j'arrêterai là-dessus, c'est qu'ils s'automodèrent entre eux. C'est-à-dire, s'ils arnaquent un utilisateur en ligne, ils sont balayés par les autres cybercriminels. Et ils ne pourront plus vendre sur aucune marketplace. Donc voilà, ça c'est la particularité, et d'où les États d'essayer de répondre dans les meilleures conditions, avec des juridictions qui sont en évolution constante. Merci beaucoup Federico, c'est passionnant, on sent qu'il y a le gâteau que tout le monde veut manger. Oui. Après, il faut savoir se placer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc moi, je préfère ne pas me brûler. Donc oui. On a parlé tout à l'heure de Covid-19. Oui, ça a permis aujourd'hui une évolution aussi dans le monde du travail. Aujourd'hui, il y a le remote work donc, qui s'améliore. On a parlé aussi hier de l'IA générative qui sont intégrées aujourd'hui dans l'IoT. Mais cependant, il y a encore une fracture sociale. C'est-à-dire que nous tous, la majorité des personnes ne sont pas encore compétents pour faire ça. Voilà. Même quand ils travaillent à domicile, il ne faut jamais oublier qu'en cybersécurité, la première faille, c'est l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que toi, Christine, tu peux nous en dire là-dessus, sur l'émergence de ces nouvelles technologies dans nos habitudes, telles que le remote work et les GenAI? Effectivement, donc on l'a tous vu quand on est passé en mode confinement sur le Covid, avec des attaques qui ont augmenté, qui sont ciblées justement sur tous les outils d'accès à distance. Et puis depuis plusieurs années, on voit des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Donc il y a eu Claude,
c'est plus très nouveau, mais comme le disait Raymond, c'est pas encore forcément des technologies qui sont maîtrisées par tout le monde. Et puis ça s'accélère. On a eu l'IoT qui se développe de plus en plus. On a le machine learning, on a l'IA. Et puis on a aussi même des vieilles attaques qui refont surface, comme par exemple, on voit depuis 2022 les attaques sur les fichiers raccourcis Windows, qui étaient complètement abandonnés. Puis là, il y a eu la désactivation des macros sous Office, et hop, ça revient, on retrouve des vieilles attaques, voilà, par exemple, raccourcis Windows qui se développent, qui sont de plus en plus à nouveau utilisés. Donc on reçoit ça, on clique dessus, ça télécharge un malware. Donc on a toute une série de vieilles mesures et de cibles vers les nouvelles technologies qui se mettent en place. Et c'est très compliqué pour une organisation de se dire « Ok, je ne maîtrise pas forcément toutes ces technologies, donc je ne vais pas les utiliser. » Qui, de nos jours, entendrait l'IA? Non, j'en fais pas. Le cloud? Non, je ne touche pas à ça. L'IoT? Non, je vais laisser mes concurrents me passer devant. Évidemment que non. Évidemment que tout le monde veut y aller, tout le monde veut tester, c'est normal, c'est le marché. Mais comme on le voit, on va le voir dans la dernière partie, on n'a pas forcément toutes les compétences cyber pour pouvoir gérer l'équilibre entre l'opportunité et la menace. Donc c'est un vrai enjeu, d'autant plus que les technologies sont liées les unes aux autres. Maintenant, on a des entreprises qui ont des usines avec de l'IoT, elles envoient leurs données dans des plateformes cloud, et là, il y a du machine learning qui s'applique dessus. Donc tout se chaîne, donc ça fait des formidables points d'attaque pour les hackers. Et puis, il faut aussi voir que ces outils, ces nouvelles technologies, ça sert aussi pour les attaques. On l'a vu tout à l'heure quand je parlais de cybercrime as a service, de hacking as a service. Donc, il y a des outils, mettons des plateformes qui mettent à disposition, comme par exemple Glitch, qui permet de faire de manière très simple du phishing. Voilà, donc location d'une plateforme cloud de phishing, où on a la solution Evil Proxy qui permet d'automatiser aussi des attaques. Donc, les nouvelles technologies, c'est une faiblesse et c'est aussi une arme. Et on voit au niveau des attaques aussi qu'elles ciblent de plus en plus en fait, les fournisseurs de services, les ISP. Donc on n'est plus au niveau des organisations, mais là on monte dans la chaîne alimentaire, on peut dire, et on est carrément sur des points beaucoup plus centraux. Merci beaucoup Christine. Donc je me tourne vers Federico. Bon, cette fois-ci je ne te demanderai pas la guerre, mais la paix. Donc, quelle solution de sécurité tu vas nous proposer alors par rapport à toute cette évolution dans notre... on va dire dans notre civilisation. Voilà. Alors moi je pense qu'il y a un volet sociétal, organisationnel et puis technique. Disons que le volet organisationnel et technique, il est souvent soulevé. Les enjeux sociétaux, un peu moins. Prenons les enjeux d'intelligence artificielle et de données. Demain, vous allez avoir un magma en fait, de data. À qui elles appartiendront? Est-ce que c'est un patrimoine de l'humanité? Est-ce que c'est accaparé par une organisation, un groupe? Peu importe. Et donc, à un moment donné, il va falloir sécuriser ces datas. Pourquoi? Vous avez à peu près un accroissement depuis 5 ans de 20% de ces données par an, et à peu près 50% par an d'accroissement depuis 5-6 ans sur le volume de données, et à peu près 20% qui sont réellement protégés. Donc il y a toujours un delta entre ce qu'on crée et ce qu'on protège, malheureusement. Donc ça, c'est un premier point. À mon sens, pour que les organisations puissent suivre un peu le mouvement, vous avez plein d'épiphénomènes, malheureusement. Moi, je pars du principe que quand on est tous certifiés, entre guillemets, on a tous les mêmes standards de faille, forcément. Donc il y a des petits phénomènes. Quand on regarde, par exemple, les doctrines de défense de certains pays, Japon, États-Unis, Finlande, etc., on observe qu'eux, il y a des portes qui ferment volontairement, que nous, on ne ferme pas, parce que ce sont des accès par lesquels ils passent eux. Et donc, en fait, quand vous concassez un peu les doctrines de plusieurs pays, vous obtenez quelque chose d'assez large, finalement. À mon sens, il faut la formation, la veille, et puis s'intéresser un peu à ce qui se passe loin de chez soi. Parce que se dire, c'est loin, ça n'arrivera jamais, c'est une erreur. Sur les 3-4 derniers mois, vous avez eu une vague d'attaques sur les ISP hébergeurs en partant du Japon jusqu'à la France, groupe DIC par exemple pour la France, et un data center d'État chinois qui a été hacké très rapidement. Et donc, en fait, c'est une vague. On ne peut pas considérer que ça ne viendra pas. Si au bout de 3 mois, elle a touché 14 pays, c'est qu'elle arrive sur vous. Et donc, ces épiphénomènes, il faut les étudier pour pouvoir toujours rehausser les enjeux de sécurité et, entre guillemets, serrer les boulons là où c'est nécessaire. À mon sens, la formation est continue et inévitable. Merci beaucoup, Federico. Justement, Christine, toi qui es engagée, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Il vient de nous siffler l'information. Sur la partie expertise. Que ce soit au niveau technique ou au niveau humain, de par ton expérience RSSI. Donne-nous la solution.
s'il y avait une solution magique là encore. Je pense qu'on est tous confrontés au fait qu'il y a un manque cruel de compétences dans le domaine de la cyber, un manque de personnel. Il y avait une étude Splunk qui est sortie en 2021 qui disait que, où les responsables sécurité disaient que dans 81% des RSSI disaient que leurs équipes avaient dû prendre en charge des activités qui n'étaient pas dans leur domaine de compétences. Nouvelles technologies, nouveaux processus, nouvelles réglementations. Et toujours 81% aussi disaient qu'il y avait eu au moins une personne de leur équipe qui était partie récemment pour 4 burn-out. Donc on a une vraie difficulté dans le monde des équipes cyber. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant avec justement toutes les nouvelles technologies qui arrivent et qui nécessitent une formation en continu, comme on disait. Et d'autant plus que les industries qui identifient avoir le manque le plus cruel de personnel sont souvent les industries qui gèrent les infrastructures les plus sensibles, comme notamment sur l'énergie ou dans le secteur public. Donc on avait quelques chiffres qu'on avait trouvés ensemble avec Raymond. Donc Cyber Security Venture disait qu'il y avait un manque de 3,5 millions de professionnels de la sécurité dans le monde, 350 000 en Europe, et selon Microsoft, on en aurait 15 000 qui manquent en France. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'assez cruel. Selon moi, c'est du travail dans la diversité et l'inclusion pour ouvrir un peu plus les vannes des entrées, dans la formation qui soit à la fois technique et sur des aspects fonctionnels, parce qu'on n'a pas besoin que de techniciens, on n'a pas besoin que de gens de gouvernance, mais on a besoin d'un maillage entre les deux. Et puis, c'est beaucoup de travail de sensibilisation pour l'action des utilisateurs, mais aussi sensibilisation pour montrer à ceux qui ont les budgets et qui peuvent libérer les efforts de formation qu'il y a un réel lien entre les risques, l'évolution cyber, l'évolution géopolitique et l'impact, les conséquences sur les systèmes d'information. Merci beaucoup, Christine. Federico? Alors, ce sont des choses que j'ai déjà un peu énoncées en amont. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, j'en suis navré. Mais je dirais que globalement, on a deux phénomènes sur lesquels les entreprises ont beaucoup de mal à réagir. Le BIOD, Bring Your Own Device, dans l'entreprise. C'est très compliqué ça à gérer. On a des connexions et on a des gens qui sont avec des appareils personnels. Ça, c'est une réalité pour toutes les organisations. Il y en a qui arrivent à y pallier, d'autres qui les bannissent. Deuxième chose qu'on peut retrouver, le social engineering étendu. Comment vous faites quand le salarié se fait attaquer chez lui? Parce que chez lui, il n'y a pas de sécurité. Hein. Sur une Freebox, sur un box télécom, il n'y a rien. Là, il faut être réaliste. Donc, quand Qualcomm, pour le bénéfice de l'armée américaine, il prend la main sur tous les Android, comment une organisation, elle évite le social engineering étendu? Ça, c'est très compliqué pour eux. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez repérer les gens très facilement avec un Maltego. Je trouve tout sur vous, votre adresse IP. Je vais la trouver très simplement en allant sur un site en dehors de la juridiction européenne qui va me donner votre adresse IP en mettant votre adresse physique. Et à partir de là, tout est possible. Donc, ça, ce sont des vrais phénomènes. Comment on fait? Parce que moi, si je veux frapper le château fort, j'attends que le salarié sorte. Hein. Je ne vais pas frapper le château fort. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est une réalité. Ensuite, toujours former, on continue, hein, ça, on est d'accord. Et puis, éviter le discours « ça n'arrive qu'aux autres ». Parce que finalement, ça nous arrive à tous. Personne n'échappe à cet enjeu. On l'a vu récemment, hein, les casinos MGM, ils ont été hackés à partir d'un simple SMS sur un smartphone. Technique des distributeurs automatiques, de distributeurs de billets, en fait, les vieux Pentium 2 ou 3 ou 1 qu'il y avait encore il y a quelques années, même si c'était les rebuts des parcs, ils sont utilisés. Et vous avez des petits outils comme les Flipper Zero ou des outils en ligne qui vous permettent en fait d'aller chercher toute cette information. Merci beaucoup. On va commencer par, sans transition, on va commencer par les séances de questions-réponses parce que là, on a deux passionnés. On n'a pas vu le temps. Voilà. Allez-y. Je vous remercie pour ce type d'intervention parce que vraiment c'est nécessaire d'avoir une idée plus ou moins claire sur cette guerre cybernétique actuelle. Réellement, vous nous avez effrayés. On a peur toujours, mais c'est encore plus fort. Le point que j'ai voulu insister là-dessus, c'est que
Actuellement, on suppose que tous les autres organismes doivent se protéger éventuellement. Donc, c'est la base sécuritaire. Disons, vous avez différentes normes, que ce soit la 27001, NIST, CMC, autres. Donc, c'est la base. C'est sans discussion, ça, vraiment, avec ces awareness, avec tout le nécessaire, ça, on ne parle pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle, entre les pays, on parle de ce qu'on appelle les CERT, Computer Emergency Response Team, et les relations entre les pays, hein, comment on peut échanger l'information en ce qui concerne les attaques, etc. Ça, c'est une action, disons, technique. Hein. Éventuellement, j'aimerais savoir votre retour sur ça. Et puis, l'action organisationnelle, c'est que comme on parle actuellement de la guerre, je sais pas, des interventions militaires d'ici, là-bas, etc., eh ben, il y a des attaques cybernétiques. Donc c'est l'ONU apparemment qui doit prendre en charge ces actions-là et doit démilitariser éventuellement, doit influencer éventuellement, doit donc faire peut-être des mesures disciplinaires. Parce que, imaginez-vous, un hacker qui se trouve à la maison, il peut attaquer une entreprise, disons, je ne sais pas, comme quoi des vols ou bien d'autres activités critiques mondiales. Donc, si on laisse les choses là, donc ces actions-là sont mesures disciplinaires, donc on peut arriver vraiment à donc une catastrophe mondiale. Donc, j'aimerais bien avoir votre retour surtout sur ces deux points techniques de CERT et ces avantages éventuellement ici ils sont applicables et si la partie organisationnelle mondiale éventuellement sur ça, si c'est bien sûr c'est logique. Ok, très intéressant. J'ai une réponse pour vous, pour les CERT. Les CERT, en fait, ils ont une portée géopolitique plus forte qu'on l'imagine. Prenons le CERT France. Nous, Expleo, on est dans 30 pays. Ce n'est pas l'idée de parler d'Expleo. Mais on est aussi notamment en Israël et en Russie. Bon, le CERT France nous a dit non, ça on n'aime pas. Vous êtes en Russie et vous êtes en Israël. Donc c'est pas jouable. Donc on ne peut pas rentrer dans le CERT France, même si on a les capacités, les investissements, etc. Et donc, indirectement, via les CERT, la difficulté que vous avez, c'est que des fois, vous allez identifier une cyberattaque peut-être qui vient de votre propre pays, vers un voisin. Et là, vous êtes dans une situation un peu délicate en tant que société privée. Ça, c'est une réalité, malheureusement, qui est assez peu dite. Hein. Moi, je l'ai découvert par l'expérience, quand j'ai monté le CERT pour le groupe, justement. Et j'étais confronté à cette réalité. Et ils m'ont dit, vous êtes en Inde aussi ? Ah, ça, on n'aime pas trop. Donc, on a été obligé de créer des CERT européens pour coller avec la juridiction européenne et éviter de rentrer dans des considérations géopolitiques qui ne nous concernent pas, parce qu'on est une boîte privée quand même. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, évidemment, la vie est effrayante, mais il vaut peut-être mieux savoir telle qu'elle est que vivre dans une illusion douce. Parce que lorsqu'on ne se prépare pas à la réalité, on ne peut jamais y faire face. Ce que j'aime bien dans l'approche américaine, c'est qu'à partir du moment où ils ont pris des claques, ils ont été capables de faire des rétextes pour avancer. Exemple, Colonial Pipeline, exemple, Equifax à l'époque. Et puis aussi quelque chose dont on parle assez peu, c'est les délits d'initiés, malheureusement. Ils existent, d'ordre data. Donc, ce sont des choses qui sont combinées et qui sont un peu sensibles. Hein. Les CERT, c'est plus sensible qu'on ne l'imagine. Pour compléter sur la partie de coordination, effectivement, on le voit d'une manière générale, il y a un besoin de désiloter et de partager l'information, que ce soit à travers un CERT ou de n'importe quel type d'organisation. Par exemple, si on prend la notion des ransomware, je pense que tous les acteurs sont d'accord pour dire que si on pouvait partager les informations sur les éléments de détection, les éléments de réaction face à des ransomware, on serait beaucoup plus capable de prévenir et de réagir de manière beaucoup plus rapide à des menaces qui se développent vraiment à un niveau international. Donc il y a vraiment tous les efforts dans ce sens, que ce soit à travers les organisations officielles ou que ce soit à travers le maillage. On le voit dans certaines industries. L'industrie, par exemple, du transport, l'industrie de l'aviation est très en pointe sur le fait de faire coopérer les équipes sécurité dans le niveau national et au niveau international pour justement avoir des réponses coordonnées et surtout se partager l'information. Parce que plus on connaît son passé, son présent, et plus on comprend les signaux faibles, puis on en est mesure de s'en protéger ou de réagir rapidement parce qu'on les comprend mieux. Merci à tous. Si vous avez encore des questions, on peut vous répondre
Oui. Allez-y. Bonjour à tous. Mon nom est Suleiman et je viens du Canada. Donc, je suis comme vous. En fait, j'ai un cabinet donc, qui travaille avec PSCB et puis qui travaille aussi pour le gouvernement du Québec. Donc, moi, je veux savoir, c'est juste un conseil que je cherche. Dans le contexte de cyberguerre, j'ai comme l'impression que c'est une affaire d'État. Mais comment une PME en cybersécurité peut en tirer, peut tirer son épingle du jeu, vu qu'il y a des investissements de 400 milliards qui vont venir? Comment on peut en profiter? Un petit cabinet de cybersécurité, comment ce cabinet peut s'en sortir? Merci beaucoup. Back to basic, tout simplement. Oui, il y a en fait, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que c'est une pyramide et on intervient, tous les acteurs doivent intervenir à tous les états. C'est sûr que si on se bat chacun sur le terrain avec ses armes, mais qu'en haut, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de centralisation de certaines actions, il n'y a pas de centralisation de certains investissements, il n'y a pas de loi mise en œuvre, on va se battre un petit peu en mode Far West. Mais ça n'empêche pas que c'est utile parce que c'est sur le terrain que ça se fait. Donc en fait, c'est une approche top-down et bottom-up. C'est comme ça qu'on mixe et c'est comme ça qu'en fait, nous, les entreprises, en rappelant les bonnes pratiques, en travaillant sur le quotidien, sur le long terme, auprès de tous les clients, auprès de toutes les organisations, en faisant aussi de la sensibilisation, de la vulgarisation, en travaillant entre nous, en participant à la développement des connaissances. Nous, par exemple, on pousse beaucoup à tout ce qui est les meet-up, les associations, ce qui vont faire élargir et prendre la conscience. On apporte notre pierre à l'édifice et c'est en complément de ce qui peut être fait au niveau des secteurs d'activité, au niveau des États et au niveau des organisations internationales. Merci Christine. Federico? Alors, je compléterai un petit point pour vous, justement. Vous avez la chance d'être canadien. Et il faut savoir que votre État est à la tête de la coordination de la Convention pour la paix numérique, notamment par le biais de l'ambassadeur du Canada présent à Genève. Et donc ça, c'est vraiment le Canada qui est derrière ça et qui le pousse au maximum. Donc vous avez cette chance et votre État, il est quand même très engagé dans cette course. Après, je vous invite à aller sur les sites institutionnels, parce que moi, à la base, je viens du privé et je suis rentré dans tous les groupes de travaux par conviction. Et avec 10 ans de travail au fur et à mesure, je suis devenu, entre guillemets, un expert qu'ils appellent quasi en permanence à l'INESA, au Conseil de l'Europe, et notamment dans le cadre de la paix numérique, parce que moi, j'y crois depuis 10 ans, en fait. Donc aussi, il faut avoir un peu de conviction, à mon sens. Ça va de pair. Ça va de pair. Mais vous avez la chance d'être dans un État qui défend cette idée au niveau mondial. Merci à tous. Merci.